Elles intriguent les hommes depuis des siècles, captivent les astronomes ainsi que les astrologues. Le mystérieux alignement des grandes pyramides de Gizeh sur les étoiles d'Orion n'est peut-être pas une simple coïncidence. Et il n'y a pas 12 constellations comme nous le croyons souvent, mais 13. Quel est donc le 13e signe astrologique et pourquoi a-t-il été oublié? Ces figures célestes qui guidaient autrefois les marins sur les eaux dangereuses mènent aujourd'hui les astronomes dans leur quête pour découvrir les mystères qu'elles recèlent. Avant Internet et avant le cinéma, la voûte céleste et les constellations étaient le plus beau spectacle auquel on pouvait assister. Cette succession d'étoiles fait plus que nous offrir un tableau magnifique. Elle constitue un vaste échantillon d'objets stellaires. Grâce aux constellations, nous avons obtenu de nombreuses informations sur notre galaxie et l'univers qui l'entoure. Avant d'avoir des instruments de navigation hyper sophistiqués, des GPS et même des compas, nous avions les étoiles. Telles des bornes sur notre route, elles nous permettaient de nous repérer. Elles nous indiquaient la direction et la distance à parcourir. Sur Terre, quand on veut indiquer où se trouve un objet, on donne ses coordonnées, sa latitude et sa longitude. Qu'est-ce que cela signifie? La latitude mesure la distance entre un point donné et les pôles nord et sud. Et la longitude est la distance d'est en ouest. De la même manière, nous avons un système de coordonnées célestes. Mais ces coordonnées ne sont pas appelées latitude et longitude. Elles sont appelées déclinaison et ascension droite. Il s'agit de l'extension de la latitude et de la longitude terrestre projetées dans le ciel. Autrefois, les navigateurs se servaient de cette carte imaginaire pour localiser les étoiles et s'orienter lorsqu'ils étaient en mer. Cette carte n'a rien de précis, mais elle nous permet de nous rappeler ce que pouvait être autrefois la traversée de mers hostiles. Le sextant permettait aux navigateurs de se fier à certaines étoiles, comme l'étoile polaire, pour décider de leur route. Voici un sextant. On utilise cet instrument dans la navigation astronomique. Une fois que le corps céleste atteint son point le plus bas sur l'horizon, on en note la position. Grâce à l'heure et aux chiffres visibles sur le sextant, nous pouvons déterminer notre position en mer. De nos jours, la navigation se sert d'objets mis au point par les hommes, les satellites. Grâce à eux et aux positions que nous indiquent nos GPS, nous sommes capables de connaître instantanément la position d'un navire à quelques mètres près, où que l'on soit dans le monde. Maintenant que les GPS ont remplacé les sextants, les coordonnées célestes sont plus importantes pour les astronomes que pour les marins. Et même si l'ancien système donne une idée de l'endroit où pointer un télescope, il comporte bien des lacunes. Il part du principe que toutes les étoiles sont à la même distance de la Terre, ce qui est faux. La nuit, lorsque l'on regarde les étoiles, elles semblent être toutes à la même distance de la Terre, comme si elles étaient toutes sur le même plan. Il se passe la même chose quand on regarde de loin une ville comme Chicago. Les constructions semblent être toutes à la même distance, alors qu'elles sont sur des plans très différents. C'est vrai aussi pour les étoiles. Elles semblent être toutes aussi éloignées de nous, alors que certaines sont proches de nous et d'autres bien plus loin. Comment pouvons-nous distinguer celles qui sont proches de celles qui sont éloignées? Il semble bien que cette question soit la plus compliquée de toutes. Cela a toujours été un grand sujet de frustration pour les astronomes. Quand on regarde la voûte céleste, même avec un télescope, on ne peut pas déterminer les distances. C'est la grande quête de l'astronomie depuis des siècles. Nous sommes dans la forêt nationale, près de Los Angeles. J'ai avec moi une carte destinée aux randonneurs, car j'aimerais faire une balade. Je pourrais aller par exemple jusqu'aux chutes de Switzer, qui ne semblent pas très loin sur ma carte, à 1,5 km environ. Le problème, c'est qu'il se pourrait bien que je sous-estime la difficulté de cette marche. Car ma carte étant plate, elle ne me signale pas un facteur important, le relief. Finalement, ma petite balade d'1,5 km pourrait bien se concrétiser par 1500 mètres d'escalade.
De même, la carte du ciel ne me précise pas la distance réelle entre deux étoiles. Même si deux constellations semblent être voisines, l'une peut être bien plus éloignée de la Terre que l'autre. Et je n'en aurai jamais la preuve avec les seules coordonnées astronomiques. Comme les randonneurs dans les bois, les astronomes ont besoin d'indices qui leur permettent d'évaluer les distances dans notre vaste univers. Quand on marche dans la forêt, même sans carte indiquant le relief, nous utilisons nos connaissances topographiques de la région et le type d'arbres que nous rencontrons pour avoir une idée de l'altitude. Certaines végétations préfèrent les basses altitudes, tandis que d'autres préfèrent les hauteurs. De la même manière, les astronomes se réfèrent à certaines étoiles qui leur sont familières pour évaluer les distances. Le premier auxiliaire de l'astronome est la parallaxe. C'est un phénomène que nous utilisons quotidiennement pour voir le monde en 3 dimensions. Pour comprendre ce qu'est la parallaxe, il y a un exercice très simple que tout le monde peut faire. Vous regardez votre doigt, puis un objet vraiment très éloigné. Si vous utilisez votre œil droit, puis que vous alignez votre doigt sur l'objet distant et qu'ensuite vous utilisez votre œil gauche, vous vous apercevrez que votre doigt semble bouger très nettement. Ce déplacement apparent est lié à la distance entre nos deux yeux. Les astronomes mesurent la parallaxe en observant une étoile à un certain endroit. Puis, ils recommencent 6 mois plus tard lorsqu'elle s'est déplacée assez loin du point d'observation initial. 6 mois, cela correspond à la position la plus éloignée que peut avoir la Terre par rapport à sa position initiale. Plus l'étoile est près, plus la parallaxe est importante. Mais les étoiles ne sont jamais vraiment très proches. Même l'angle de parallaxe de l'étoile la plus éloignée de la Terre, Proxima du Centaure, est difficile à mesurer. Il fait moins d'1 seconde d'arc. Qu'est-ce que cela représente? Il y a 360 degrés dans un cercle et dans chaque degré, 60 minutes d'arc. Puis dans chaque minute d'arc, 60 secondes. Proxima du Centaure a un angle de parallaxe de 0,7 secondes d'arc. C'est minuscule. Pour mesurer la distance d'étoiles plus lointaines, les astronomes comptent sur un indicateur familier, un peu comme font les gardes-côtes avec les phares. Les gardes-côtes savent que chaque phare éclaire selon une fréquence différente. Certains s'allumeront 2 fois par minute et d'autres 4 fois. Ils se servent donc de cela pour déterminer leur position exacte en se basant simplement sur le modèle de fréquence. De même, les astronomes utilisent une sorte de phare cosmique, la Céphéide, qui est ce qu'on appelle une étoile variable. La constellation de Céphée, le roi d'Éthiopie selon la mythologie grecque, contient 57 étoiles visibles, dont Delta Céphée, qui constitue le prototype des céphéides variables. Par un caprice de la nature, les céphéides conservent en permanence le même rythme, tel des métronomes. Plus une céphéide est grosse et brillante, plus sa pulsation est lente. Il faut trouver une céphéide variable, mesurer sa fréquence de pulsation qui va de 10 à 60 jours, et vous obtenez une chandelle standard. Vous pouvez ensuite déterminer à quelle distance est cette étoile. La chandelle standard sert de base de comparaison. C'est une étoile dont on connaît la luminosité et la distance et à laquelle on peut comparer d'autres étoiles. Une ampoule émet une certaine quantité de lumière qui produit une certaine quantité de watts. Mais cette lumière va sembler plus forte si l'on se place juste devant l'ampoule plutôt que si l'on est à 3 mètres d'elle. La luminosité d'une étoile ne change pas. Elle est ce qu'elle est. Mais la puissance apparente d'un objet dépend de l'endroit où l'on se trouve, de la distance à laquelle on est de lui, selon que l'on se tient à proximité ou qu'on le voit de l'autre côté de la rue. Si une céphéide ne semble pas bien lumineuse, c'est qu'elle doit être loin. Les astronomes calculent sa distance selon sa faiblesse apparente. Observez une céphéide variable, tracez sa courbe lumineuse, le temps qu'elle met pour passer d'un état lumineux à un état sombre, puis pour redevenir éclatante, me révèle sa luminosité intrinsèque. Je peux donc calculer la distance entre la Terre et les étoiles variables en observant leur fréquence de variation. C'est ainsi qu'Edwin Hubble a pu établir qu'Andromède,
se trouvait à 2 millions d'années-lumière de notre galaxie. Mais les céphéides ont leurs limites. Pour mesurer des distances au-delà d'Andromède, les astronomes se fient aux supernovas. Il se trouve que les supernovas peuvent aussi entrer dans la catégorie des chandelles standards. Les supernovas de type 1A sont toutes semblables dans l'univers et nous savons les mesurer. C'est ainsi que l'on arrive à déterminer des distances en remontant jusqu'au Big Bang et aux confins de l'univers. En étudiant le Big Bang, les scientifiques sont tout près d'apercevoir le commencement des temps. 300 000 ans après le Big Bang, même la plus familière de nos constellations a des tas de choses à nous apprendre sur le cosmos. Orion, qui signifie le chasseur en grec, comprend 77 étoiles visibles. Alnitak, Alnilam et Mintaka sont les 3 étoiles de la ceinture centrale d'Orion. À l'époque moderne, les astronomes ont traqué Orion, car ils y découvraient une foule d'objets surprenants. Quand je regarde Orion, je vois en même temps la vie et la mort des étoiles. Juste au-dessous de sa ceinture, il y a une petite traînée qu'on appelle la nébuleuse d'Orion. C'est une nurserie pour bébés étoiles. On peut même l'apercevoir à l'œil nu. Orion comprend aussi 2 véritables joyaux stellaires. Si on regarde vers l'épaule gauche d'Orion, on peut voir une supergéante rouge, Bételgeuse. Et si on regarde juste en bas vers une étoile qui serait comme le pied de la jambe gauche d'Orion, on aperçoit une supergéante bleue, Rigel. Bételgeuse, comme toute supergéante rouge, est une étoile en fin de vie. Une supergéante rouge est en fait une étoile qui est un peu plus froide que le Soleil, mais aussi beaucoup plus grande. Bételgeuse est 14 fois plus grande que le Soleil. Lorsqu'elle n'aura plus de carburant nucléaire, elle deviendra instable et implosera en une colossale supernova. Cela peut arriver à tout moment. Au moment où elle explosera, elle éclairera entièrement la voûte céleste. Le phénomène sera même visible pendant la journée. Peut-être même a-t-elle déjà explosé. Elle est à 427 années-lumière de la Terre, ce qui veut dire qu'elle peut s'être désintégrée, mais que sa lumière n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Cette supernova attirera d'autant plus notre attention que ce phénomène intrigue les humains depuis des milliers d'années. Les Égyptiens consultaient les cieux pour savoir quand ils devaient faire leurs plantations et leurs récoltes. Chaque étoile avait une signification sacrée. Sirius, par exemple, dans la constellation du Grand Chien, était appelée l'étoile d'Isis. L'apparition de Sirius avant l'aurore au cours du solstice d'été annonçait la crue annuelle du Nil. Et d'autres constellations, comme Orion, avaient peut-être une signification architecturale. Les égyptologues se sont souvent posé la question suivante. Pourquoi les Égyptiens ont-ils bâti 3 grandes pyramides qui ne sont pas tout à fait alignées? En revanche, les 3 pyramides semblent être alignées sur les 3 étoiles centrales de la constellation d'Orion. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une coïncidence? Ou les pyramides ont-elles été placées ainsi intentionnellement? Les pyramides de Gizeh nous séduisent par l'énigme archéologique qu'elles représentent et par leur histoire mystérieuse. Certains spécialistes pensent qu'elles avaient aussi une importance astronomique.